il faut que la structure familiale soit reconstruite. La place du père, excusez-moi, je reviens là-dessus, mais les pères ont été malmenés, avec tout, pour moi, quasiment depuis ces derniers temps, parce que quoi, ben, la femme seule, ben, elle a plus de moyens financiers. Il n'y a plus d'emploi. Il faut pas non plus se leurrer. Ceux qui cherchent enfin, il faudrait que les pères aient aussi cette force dans cette société-là avec un emploi. Mais on n'en a plus ça. Maintenant, même dans les violences intrafamiliales, c'est bien souvent le père qui se retrouve un peu au centre c'est souvent lui qui est l'auteur Oui, c'est pratiquement toujours la femme qui est victime, quoi, dans les voilà, violences c'est ça. intrafamiliales, Donc, ouais. je veux dire, lorsque les jugements sont rendus, le père, il va forcément casquer, quoi. Je veux dire, alors que c'est lui qui doit apporter cette sécurité-là dans le cercle familial. L'assurance que les enfants, ils ont, mais c'est parce que le père, il est là, ils se sentent en sécurité. Et ça, on peut pas, avec de l'argent, construire ça. Eh bien bonjour, je suis Franck Cellier avec Olivier Secaldi et nous sommes accueillis par Frédéric Azor dans sa propriété à la Plaine des Palmistes. Et nous allons donc faire l'émission qui s'appelle Candidate Candidat. C'est une émission qui s'adresse aux gens qui ont le courage, entre guillemets, de briguer le suffrage des électeurs. Il faut sans doute une motivation particulière pour le faire. Et vous avez annoncé votre candidature à l'élection municipale de la Plaine des Palmistes en 2026. Donc c'est pour cela que nous sommes aujourd'hui chez vous, monsieur Frédéric Azor. En tout cas, je vous remercie, monsieur Cellier, d'être venu jusqu'à nous. Et il y a toujours eu du soleil à la Plaine des Palmistes, mais en plus là, il est encore là aujourd'hui pour vous, et spécialement pour vous. On est obligé de te mettre à l'ombre. Oui. Donc, on commence toujours par cette question-là. C'est quand même quelque chose de particulier de se lancer en politique. Vous, à quand remonte votre engagement en politique et qu'est-ce qui, intimement, vous a motivé pour vous engager en politique ? Alors en 2014, lors des élections municipales de la Plaine des Palmistes, j'ai eu le candidat Jean-Yves Faustin qui a fait appel à moi. Et le monde de la politique, je ne le connaissais pas en réalité. Donc j'ai pris un moment de réflexion pour m'engager avec lui. Et puis ses idées, ses valeurs m'ont convaincu, puis je l'ai suivi. Le temps d'une campagne, ça a duré 2 mois en fait, entre le moment où on s'est rencontrés et les élections sont arrivées tout de suite derrière. Il avait fait un pourcentage proche des 5 à 6%, donc on a été remboursé. Et après, je n'ai plus aucun contact avec le monde politique, jusqu'en 2020, où là, il refait appel à moi. Et c'est là où il y a la fusion des 2 équipes, entre Jean-Yves Faustin et M. Johnny Payette. Et c'est là où nous rejoignons, nous faisons la fusion avec ces 2 équipes-là. Et puis, c'est là où on repart et la mayonnaise a prise, et puis donc on passe effectivement le cap des élections. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est dans votre tête, qu'est-ce qui vous a dit j'ai ma place à prendre en politique parce que peut-être du fait de votre profession ou Non, pas forcément, puisque je pense que comme tout citoyen lambda, la politique a un vocabulaire, un langage un peu particulier qui maintenant est tellement décroché du citoyen que personne ne s'y intéresse plus forcément et les besoins du tout un chacun, on a vraiment l'impression qu'il y a un décalage en fait, ce qui se fait entre nos dirigeants et nous. Et mon engagement a été de me dire déjà comment ça fonctionne le monde politique et comment est-ce qu'on fait pour prendre des décisions et pourquoi il y a autant de décalage tout simplement. Un peu novice en fait au départ, je dois dire. Et justement, on parle de politique, donc question un peu, qui peut paraître un peu bateau, mais justement, où est-ce que vous vous situez, vous plutôt à droite, plutôt à gauche Au départ, j'avais aucun positionnement. Même maintenant, je dois dire que c'est un peu compliqué à moi de me positionner. J'ai vu que les idées que je défendais étaient au centre droit, tout simplement. C'est là où ça m'a défini. Maintenant, j'aime bien écouter tout le monde, en fait. Pour moi, il n'y a pas de... si les partis existent et des fois, ça
ça nous oppose. Et c'est ça que je trouve dommage aussi, en fait. C'est-à-dire, il y a des idées différentes. Et je trouve que les idées sont... Des fois, il y a des idées qui sont bonnes dans tous les partis. C'est juste qu'il faut comprendre pourquoi ils en sont arrivés à là. Mais en tout cas, ne pas nous opposer. C'est ça que je regrette, moi, dans la politique. C'est que bien souvent, on s'oppose. Il y a des oppositions. Même que dans les conseils, on appelle opposition, que ce soit au conseil général, au département, il y a des oppositions. Mais j'aurais aimé qu'on change le terme d'opposition. Tout simplement en disant peut-être des points de vue différents, mais de suite se mettre dans la case opposition, voilà, je pense que ça peut fausser le dialogue. Et vous avez appelé votre parti Plein Horizon, c'est ça, oui, hein? Oui. Et je me demandais s'il y avait un clin d'œil au parti Horizon d'Édouard Philippe, le Premier ministre, l'ancien Premier ministre macroniste en quelque sorte. Oui. Non, il n'y a aucun rapport entre le parti Horizon d'Édouard Philippe et nous, Plein Horizon de la Plaine des Palmistes. Et au départ, je me suis intéressé, lorsque nous on a choisi le mot horizon, effectivement on ne voulait pas que les gens fassent cette confusion-là. Et on a vu que non, c'était différent. Et j'ai eu la chance de rencontrer aussi M. Édouard Philippe, mais non, c'est une question de feeling en fait. J'ai vu que ça passait pas, quoi, tout simplement. Du coup, on n'a pas établi des relations plus longues avec lui. Parce que pour les législatives, je crois que c'était celle de 2022, vous aviez apporté votre soutien à Léopoldine Seytama. Oui. C'est ça, hein, toujours pour essayer de vous positionner, on est toujours sur le centre. Oui. Et Léopoldine Seytama elle-même était dans le mouvement En Marche au tout début. Alors elle s'en est peut-être un peu décrochée, mais vous, comment vous vous situez par rapport à la majorité présidentielle, ce qu'on appelle le bloc central ou le macronisme? Pour moi, le macronisme, au tout début, hein, quand Emmanuel Macron a été élu, il avait cette écoute du peuple là et de sa nation, de nous aussi d'ailleurs, et il avait donné l'impression de vouloir rassembler aussi dans tous les partis, comme je suis en train de dire, de prendre les meilleurs de chaque parti et de dire voilà, on va co-construire ensemble. Mais après cela, c'était une très bonne idée au départ, mais moi j'ai vu que finalement il n'a pas suivi justement ce qui revenait des citoyens. Il a subi d'ailleurs plusieurs mouvements, les gilets jaunes, il a aussi, il y a eu aussi la période du Covid avec l'obligation du vaccin, du pass vaccinal. Et c'est là qu'on a vu que finalement, avec Elisabeth Borne, malheureusement avec les 49.3, il avait un programme à mettre en route et il n'a pas écouté non plus, ni passé par un référendum pour écouter le peuple, tout simplement. C'est ça que je trouve dommage et que finalement, on se retrouve avec une dette de 3 000 milliards d'euros. Non, je trouve ça dommage, quoi. Ça part d'une bonne idée, si vous voulez, et j'ai un profond respect pour nos institutions. Donc je respecte le président comme... et je trouve dommage que les gens, d'ailleurs, maintenant, même le peuple s'y perd, finalement. Hein. Mais je pense qu'on doit respecter aussi cette institution-là. Du temps des Gilets jaunes, vous aviez pris position les Gilets jaunes, c'est un mouvement social qui pour moi, a été légitime au départ. Mais vous voyez, maintenant, on se demande, les grèves, ça sert à quoi, finalement? Puisque on n'a pas été écouté, en fait, les Gilets jaunes, aucune des revendications n'a été finalement écoutée, ça a été écrasé par les forces de l'ordre. Voilà. Et au niveau départemental, est-ce que vous êtes affilié à un mouvement politique plus large que Plein Horizon? Non, je ne suis affilié à aucun... Je n'ai aucune étiquette en réalité, puisque, si je reviens sur Seytama Léopoldine, c'est la personne qui m'a plu, tout simplement. Et qu'elle m'avait dit, et moi je voyais aussi, en termes de compétences, quand on se présente aux législatives, c'est pour voter des lois. C'est une avocate, donc je me suis dit, elle a les compétences pour briguer ce poste-là, et une femme, pour moi, courageuse, une femme créole qui a aussi réussi, qui a connu aussi, et qui continue à fréquenter le tout public, on va dire, qui arrive à s'adapter. Et je trouvais qu'elle avait les compétences pour pouvoir
atteindre ce poste-là, contrairement à d'autres. En fait. Et je crois qu'elle, peut-être c'est d'ailleurs à cause de ça qu'elle n'a pas réussi à passer le premier tour. Ça, je crois que c'était en 2017, de peu de voix, mais qu'il lui a manqué un soutien d'une plateforme départementale. Est-ce que vous serez un peu comme elle, toujours à l'écart de ces plateformes départementales? Je pense notamment à celle qui est en train de se monter avec Nouvelle Ère de Cyril Melchior. Ou est-ce que, au contraire, vous souhaitez ou peut-être vous commencez à y participer? Le problème que nous avons, en fait, enfin moi que j'ai peut-être, c'est que je regarde d'abord la personne avant de regarder l'étiquette politique. Et si je partage les idées de cette personne-là, même si elle n'est pas très haut dans les sondages, si elle n'est pas très connue, eh ben peut-être que je vais aller à contre-courant. Je vais dire, bah oui, mais peut-être que, oui, celle-là, je vais la soutenir parce que je trouve que les gens, ils regardent le sens du vent et c'est ça qui nous pose problème, en fait. Ils regardent lorsque une personne est déjà connue, a déjà fait un certain nombre d'années, mais oui, mais il faut regarder aussi qu'est-ce qu'elle défend comme idée, à la limite, je dirais, ses convictions, c'est quoi? Il faut revenir aux valeurs humaines, entre guillemets. Et cette conscience humaine, bon, voilà, c'est un peu un cadre à moi. Et ça, je trouve qu'on perd ça. C'est-à-dire les gens, maintenant, quand ils votent, ben, ils tiennent plus compte de ça. Ils ont besoin de quelqu'un peut-être charismatique, et quelqu'un qui va faire le buzz, on va dire, qui va faire des punchlines. Mais c'est pas de ça qu'on a besoin. C'est pas de ça. Enfin, pour moi, c'est dommage. En fait. Et on va revenir à une échelle plus locale. Lors des dernières élections, vous avez été élu en tant que conseiller municipal sur la liste de Johnny Payette, qui depuis a rejoint le Rassemblement national. Est-ce qu'à l'époque, vous étiez au courant de cette affiliation? Est-ce que vous étiez au courant qu'il allait potentiellement rejoindre le Rassemblement national? Non. Non. Comme beaucoup de personnes, on ne connaissait pas forcément le passé de Johnny Payette ni son positionnement, parce qu'il était avant avec le LPA de Thierry Robert. Donc, comme il a changé à chaque fois de positionnement, on va dire, je pense qu'il a mais le RN, non, on ne le savait pas en tout cas. La plupart des gens ne le savaient pas. Ouais. C'est pour ça que vous avez décidé de faire sécession avec sa manière de faire de la politique? Non, pas forcément. C'est pas ça qui m'a motivé. D'ailleurs, c'est pas moi qui ai quitté la majorité. C'est la majorité qui, par une procédure, en enlevant mes délégations, ont décidé de se passer de moi. Et c'est ça qui a créé, je pense, ça n'a pas duré très longtemps, ma position dans la majorité. Moi, ça a dû durer maximum 6 mois, quoi. Voilà, tout simplement. Est-ce que vous pouvez rappeler quelles étaient les circonstances de cette... j'ai du mal à trouver le mot, ils vous ont démissionné en quelque sorte. Oui, c'est ça. Pourquoi? Tout simplement, nous, pendant les réunions de pré-conseil, on expose nos points de vue. Et j'avais effectivement des points de vue qui étaient différents de leur. Mais quand on a un point de vue différent, on devient ennemi, en fait. Et c'est là que j'ai trouvé ça antidémocratique. Je me suis dit, mais pourtant, je leur ai dit, j'ai toujours été loyal avec vous. C'est-à-dire, lorsque je n'étais pas d'accord, ou sinon, lorsque mon point de vue était différent, je l'exprimais en pré-conseil. Mais jamais je n'ai intervenu ni devant les médias, et jamais j'ai intervenu pendant les conseils. Donc ça a été quand même brutal. Pourquoi? Après, bon, ça s'explique aussi. Pourquoi? Parce que on avait des réunions de pré-conseil, comme on assistait aux commissions, où on prenait des décisions. Et ces décisions étaient court-circuitées régulièrement à l'arrière par 2 ou 3 personnes. Et c'est là où je ne comprenais pas au départ. Parce que, comme je vous dis, je découvrais le monde politique. Mais c'est là où plus tard, j'ai compris que c'était des intérêts personnels qui primaient sur les intérêts de la commune, quoi, tout simplement. D'accord. C'est ça qui a fait que j'étais devenu gênant. On va rester un peu sur la question du Rassemblement national, parce que c'est vrai que la Plaine des Palmistes, c'est l'une des communes qui est le plus à voter pour Marine Le Pen. Je crois à la dernière présidentielle, elle a approché les 75% au 2e tour. Et je conçois
que quand on veut faire de la politique, il n'est pas évident d'aborder la question du Rassemblement national quand on a un tel électorat face à soi. Mais néanmoins, est-ce que vous pouvez avoir une position claire sur les idées du Rassemblement national et ce que vous en retenez? Alors, le Rassemblement national, l'un des points où le Rassemblement national a raison pour moi, c'est sur l'immigration. Et puis je fais un parallèle avec Donald Trump, hein, entre la frontière entre le Mexique et lui et les États-Unis. Lui, il a pris une décision radicale. Ils ont fait un mur en fait, qui au-delà de ce qu'ils avaient mis en place. Mais nous, en Europe, on va dire généralement, globalement, le citoyen, lui, il compte sur ses dirigeants pour prendre des décisions. Et à mon avis, il compte sur le Parlement, mais les dirigeants, ils ont fait quoi pendant qu'on était en train de se faire envahir par les migrants, tout simplement? C'est ça qui est dommage, c'est que... À la Plaine, il n'y a pas vraiment de migrants, on peut difficilement imaginer une invasion migratoire à la Plaine. Non, mais le RN, comme je vous dis, déjà le RN, pour moi, à La Réunion, il est désorganisé. Ils n'arrivent pas, même Johnny Payette, qui était premier secrétaire du RN ici, il n'a pas su mobiliser sa propre équipe autour de lui. Donc le vote, pour moi, c'est des votes contestatoires à chaque fois. C'est-à-dire à chaque fois, c'est quand on n'est pas d'accord avec le gouvernement actuel, ben, le RN a toujours été... il surfe sur la vague. Pourquoi je parle d'immigration? Parce que le RN a toujours surfé sur cette vague-là. Et moi, mon positionnement par rapport au RN, je me méfie, moi, des idées qui sont extrêmes. Que ça soit de droite ou de gauche. Et d'ailleurs, nous on voit que finalement, les gens de droite comme le LR, ils récupèrent bien souvent les idées du RN aussi, et ils se disent, ben oui, mais maintenant ça devient une problématique pour nous. Voilà. Mon positionnement, il est là, c'est-à-dire les extrêmes comme LFI et RN, je trouve ça, voilà, je suis contre les extrêmes, on va dire. Mais je suis à l'écoute quand même de tous les partis. Quand on dit extrême, c'est dans la façon peut-être de répondre à ces problèmes-là. Vous avez parlé du problème migratoire, peut-être les libertés individuelles. C'est tout ça qu'on peut craindre avec une montée de l'extrême droite au pouvoir. C'est une restriction de ces libertés ou de ces échanges qui sont quand même... c'est difficile d'imaginer qu'on puisse plus accepter un Malgache, un Comorien qui vienne à La Réunion. Ça a toujours existé, quoi. Hein. Oui, moi ce qui me fait peur, entre guillemets, sur les extrêmes, c'est que... vous avez raison, c'est d'arriver à des lois qui seront beaucoup plus brutales finalement et qui au lieu de nous rassembler, parce que c'est ça qu'on veut, mais peut nous diviser et de dire oui, est-ce qu'on n'est pas sensible à ce qui se passe autour de nous? Pauvreté à Madagascar, c'est un exemple, hein. Et puis est-ce que la Réunion ne doit pas être le levier pour aider cela? Ben oui, on doit le faire. Mais est-ce qu'à la fois, on est capable d'accueillir tout public ici, sur notre petite île? La réponse pour moi est non. Donc il faut absolument qu'on ait un raisonnement, une réflexion globale sur toutes les îles de l'océan Indien, pour se dire, oui, mais ta capacité à toi, elle est quoi? Qu'est-ce que tu peux nous aider pour que chacun puisse aider l'un et l'autre? Par exemple, la Madagascar, elle a les terres, la surface que nous, on n'a pas. Nous, on a le savoir-faire. Nous sommes la porte vers l'Europe. Nous avons la capacité d'estampiller des produits aux normes européennes et le comptoir européen sur les îles de l'océan Indien, c'est nous. Donc pourquoi ne pas mutualiser chacun nos forces au lieu d'externaliser par exemple les produits qu'on achète, ne pas le faire entre guillemets, quoi. Enfin, entre autres, moi, ce qui m'étonnait toujours, c'est que dans les quartiers difficiles où en effet il peut y avoir des populations qui viennent d'autres endroits et qui peuvent avoir du mal à s'adapter, qu'il y ait une montée du RN, on l'entend, on le comprend. Mais à la plaine des Palmistes, c'est pas un phénomène qui touche la vie quotidienne des palmis plénois, quoi, d'être confronté à un risque migratoire. Non, mais la plaine des Palmistes a toujours été protecteur sur son territoire. Elle a été un peu conservateur, toujours été en fait, tout simplement. Et on voit, moi, la population, on est plus de 50% des personnes qui travaillent à travailler à l'extérieur de la plaine des Palmistes.
Donc les problèmes, on les voit, nous, à la côte, la plupart d'entre nous travaillent à Saint-Benoît, jusqu'à Saint-Denis, pour vous dire jusqu'au port. C'est-à-dire il y a des gens qui quittent le matin la plaine des Palmistes pour aller travailler au port, malgré les problèmes de circulation que nous avons. Ben, nous, on les voit un peu, les problèmes qu'ont connus les autres villes avant que ça arrive chez nous. Et c'est vrai qu'on est beaucoup plus critique et on veut se protéger de tout ce qui se passe ailleurs, tout simplement. Moi, j'ai travaillé à Saint-Benoît, vous savez, je suis toujours enseignant, hein. Et au début, on ne se rendait pas compte de ce qui allait arriver. Les populations mahoraises sont arrivées, des fois c'est des populations comoriennes aussi, et ça fonctionnait très bien, je vous assure, ils étaient très respectueux de ce qui arrivait. Mais après, on a créé des barres d'immeubles complètes avec eux, et là ça a commencé, on a commencé à avoir des clans. Vous comprenez, c'est comme si que... Mais je pense que ce n'est pas propre à l'île de la Réunion. Et quand on a eu des commissions avec gendarmerie, des associations, ils nous ont dit oui, mais vous avez recréé ce que nous on a connu dans l'Hexagone et les mêmes problèmes, vous êtes en train de les connaître maintenant. Ben, oui, pourquoi est-ce que... Justement, est-ce que c'est pas le problème, c'est pas les gens qui viennent, c'est la manière, les politiques d'urbanisme et les politiques d'intégration. Est-ce que c'est pas plutôt ça qu'il faudrait revoir? Et je comprends, l'île, et forcément vivre sur une île, ça limite les terrains disponibles. Mais là, on parle de ces quartiers, effectivement, on va citer par exemple Bras-Fusil. Effectivement, on a parqué des gens au même endroit, mais il y a d'autres problèmes derrière. Il y a un manque d'accès à des services de base. Il n'y a pas eu effectivement peut-être assez de missions d'apprentissage du français, de compréhension aussi des différences culturelles. Est-ce que ce n'est pas tout ça qu'il faudrait revoir, ou en tout cas réfléchir sur cette question-là? Oui, c'est pour ça que vous avez raison, c'est pour ça que j'ai dit, ben, nous on attend, enfin je me place en tant que citoyen, nous on attend que les politiques anticipent tout ça. Si vous n'avez pas la capacité d'accueillir, ben, il ne faut pas accueillir, mais il faut anticiper. Le flux migratoire, on ne pourra pas l'éviter. On est, à un moment donné, on sait que finalement il y aura un déplacement des peuples à cause du changement de climat. Ben, on n'anticipe pas, vous voyez, c'est ça le problème qu'on a. On doit anticiper, est-ce qu'on est capable d'accueillir? Est-ce qu'on est capable de mettre en place tout ce que vous dites là, tout ce que vous avez dit? Oui, en termes d'éducation, en termes d'accueil de ce public-là. Est-ce qu'on a les logements qu'il faut à l'arrière? Est-ce qu'on a prévu ça? C'est tout ça, en fait, on se retrouve à chaque fois coincé. Et maintenant, on est dans une société où le citoyen, il attend d'en haut. Je pense que ça aussi, il faut changer. Il faut que le politique il se dise, bah oui, mais je dois être plus à l'écoute de ce qui se passe en bas. Et pourquoi est-ce que je ne suis pas à l'écoute? Je dois être en contact permanent. Et comment ne pas... Vous avez raison, comment on n'a pas pu anticiper ça? Nous, on a subi. Vous êtes en train de subir. Nous tous, on est en train de subir ça. Et on se dit, mais pourquoi on n'a pas pu anticiper ça? C'est comme l'eau dans l'Est. On est sur les pluviométries. On a à la plaine des Palmistes, comme sur l'île de la Réunion, des pluviométries qui sont les plus fortes au niveau international. Mondial, oui. Mondial. On a des records. Comment est-ce qu'on ne peut pas anticiper le manque d'eau dans nos robinets? C'est pas possible. Vous voyez, c'est ça. Et après, on se dit, mais... Que Saint-André n'ait pas d'eau au robinet, c'est incroyable. À la plaine des Palmistes, il n'y a pas de coupure quand même. Si, il y a des coupures aussi à la plaine. Il y a des coupures ici, et c'est pas normal. Enfin, et c'est là, on se dit, mais pourquoi est-ce que tout ça n'a pas été anticipé? Saint-André, il se retrouve les pieds inondés, les pieds dans l'eau, et avec des coupures d'eau en simultané. Je dis, mais c'est pas normal. Voilà. Je veux dire, pareil pour le problème des populations qui migrent, en fait, qui se déplacent pour X raisons. Ça veut dire que, pourquoi est-ce qu'on n'a pas anticipé qu'ils allaient venir? Pourquoi est-ce qu'on ne les a pas aidés avant? La France bon, elle n'a pas fait tout bien non plus. Pourquoi est-ce qu'elle ne s'est pas intéressée à l'Afrique au départ pour dire, ben, pourquoi est-ce que il faut que j'aide pour que ce pays soit stable? Mais plusieurs pays n'ont jamais voulu que l'Afrique soit stable. Pour quelles raisons? Oui, la France a exploité l'Afrique, vous allez devenir des colonialistes si vous continuez. La France a... Non, mais je vais vous dire, il faut être réaliste, même Chirac l'a dit à un moment donné. Pourquoi est-ce que la Russie ou d'autres pays, bon, on ne va pas les citer, ne veulent pas d'une stabilité dans tel ou tel pays? Maintenant, on est en train
de se battre pour les ressources minières. Regardez, Donald Trump, allez, bien sûr, on change de... Oui, on reparlera de la plaine des palmistes D'accord. tout à l'heure, mais allons-y, parlons un peu d'international. Ben, Donald Trump, pareil, au début, politique migratoire, donc il prend des décisions claires, parce que on est en état d'urgence, donc c'est un peu brutal. Mais là, on le voit actuellement, aller vouloir sur le Groenland. Pourquoi? Toujours pour des ressources. Il est prêt à... Moi, ça m'a surpris. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Prêt à payer, il propose d'acheter le territoire. Et il sous-entend, hein, si vous ne voulez pas nous le vendre, ben, peut-être que par la force, on pourrait le récupérer. Ouais. Donald Et Trump, je crois, Enfin, avant-hier, a multiplié les mensonges à la tribune de l'ONU en disant que tout allait bien aux États-Unis. Il va nous expliquer que sa politique migratoire, ça marche, alors qu'on se rend compte que ça ne marche pas. Mais le phénomène Trump est devenu mondial. On peut presque dire que la Réunion n'y échappera pas à cette simplification du débat, à ne pas avoir peur de dire n'importe quoi pour obtenir les voix à un moment donné. Est-ce que vous craignez, vous, à la Réunion, cette dérive trumpiste? Ben, comme je vous dis, nous, ce qu'on vit, et c'est pour ça qu'on se doit d'anticiper. Lorsque quelque chose, un mouvement, quitte les États-Unis, arrive en France. En France, ça descend sur nous, l'île de la Réunion. On a quand même le regard, c'est pour ça que tout le monde regarde aussi les États-Unis. Parce qu'ils disent, ouais, mais quelle décision va être prise à un moment donné ou à un autre, que nous, après, à un moment donné, ben, effectivement, on rentre en même temps dans le même circuit, on va adopter les mêmes comportements. Mais c'est à nous, justement, de changer, de se dire, oui, mais... et je reviens à ça, je vous dis, mais nous, on a cette chance d'être chacun sur une île séparée, avec des qualités différentes, un potentiel qui est différent. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas travailler tous ensemble, tout simplement, pour justement se dire, oui, mais ces territoires-là, ils sont maintenant dans une autre dynamique. Mais nous, on doit être différents tout en s'inscrivant dans ce monde moderne, là, parce qu'on ne peut pas se dire on va rester en retrait, ni conservateur, ni... Non, comment est-ce qu'on peut s'inscrire avec notre belle diversité et protéger ce que nous avons? Voilà, tout simplement. C'est ça que le pari, il est là maintenant. Vous avez raison. Vous avez raison aussi. Oui. On va revenir au local et notamment à votre campagne. Lors de votre déclaration de candidature, vous avez cité deux axes de campagne, notamment l'axe sécuritaire. Tout à l'heure, on parlait de l'extrême droite. Vous nous avez dit que pour vous, l'extrême droite, même si vous trouvez quelques points communs, mais c'est pas du tout, vous ne partagez pas la majorité des idées. Est-ce que vous n'avez pas peur que faire campagne sur la sécurité, justement, qui est quand même une de leurs grosses questions, est-ce que vous n'avez pas peur que ce soit un peu vu comme une idée une manière de draguer justement l'électorat d'extrême droite? Non, parce que si on s'enferme dans des cases, justement, c'est là où on va manquer d'ouverture. Je vous assure. Parce que, pourquoi? Moi, je me base sur les chiffres aussi. 2020, élus avec la majorité 2025, plus 24% de taux de délinquance à la plaine des Palmistes. Moi, je suis enseignant, j'ai vu la politique éducative, elle n'a pas été mise en place. Vous avez raison aussi quand vous dites, mais pourquoi est-ce qu'on constate que, voilà, on n'a pas anticipé dans tel ou tel domaine? Mais moi, j'ai voulu anticiper dans ces domaines-là. J'ai dit, mais écoutez, on a des directives qui viennent de nos ministères. Et dans ces directives qui viennent de nos ministères-là, on doit s'inscrire dedans et adapter en fonction du local. Ça n'a pas été fait. Qu'est-ce que vous adapteriez au local? Par exemple, on a dit, voilà, on a des associations en face de nous. Ça, c'est les outils, lorsqu'on est à la gouvernance d'une commune. Vous avez les associations, vous avez les entreprises, vous avez le monde éducatif, vous avez les parents. Comment est-ce que... Moi, je leur ai dit, quelle est la problématique sur notre territoire? On doit anticiper. Je vous dis,
On doit anticiper l'arrivée maintenant des drogues dures sur l'île de la Réunion et sur la plaine des Palmistes. Qu'est-ce qu'on a fait pour ça? Rien. Je dis, il faut mettre il faut créer cette dynamique-là. C'est-à-dire, si celui qui est maire de sa commune n'impulse pas la dynamique dans ce sens-là et n'y voit pas d'intérêt, pour lui, comme vous dites, la plaine des Palmistes, ben on est bien ici, on est calme. Mais on doit anticiper ce qui arrive. Et on a des problématiques sur le territoire dont on n'a pas tenu compte. C'est ça, quand vous discutez les chiffres, là, vous disiez 24% de délinquance. On a regardé, en effet, il y a une forte augmentation des vols et des dégradations, mais une stagnation, voire peut-être une légère baisse sur les violences sur individus, hein, c'est ça, hein, envers les personnes. Donc, c'est une délinquance particulière qui se met en place sur la plaine des Palmistes. Est-ce que vous pouvez expliquer comment vous, maire, vous feriez pour la traiter de manière intelligente, pointue, quoi? Ben, comme je vous ai dit, on avait des problématiques dès que nous on était arrivés. Moi, on m'a écarté. Parce que pour eux, le plus était plus important que la partie éducative. Tant mieux, c'est leur choix. Mais j'ai toujours posé la question, moi, en conseil, qu'est-ce que vous faites? Comment vous faites pour mettre les associations, pour mettre la partie éducative sur le problème qu'on a à la plaine, ou les problèmes que nous avons à la plaine des Palmistes? J'ai jamais eu de réponse à ça. Et d'ailleurs, quand on leur dit, ben, vous êtes en train de me poser la question, quel axe vous allez attaquer? Quel axe on aurait dû attaquer? Ben, je viens de vous dire, nous on a des problèmes avec les drogues. Bon, on est des drogues douces, les amals, il y a aussi un trafic important sur la plaine des Palmistes. Le trafic, il est connu, on sait quel quartier pose problème, mais il n'y a jamais eu de mise en commun. On se réunit avec la gendarmerie aussi, avec les forces de l'ordre telles que les SVP, la police municipale, telles que le sous-préfet, pour dire voilà, notre problématique, il est là, et qu'est-ce qu'on doit faire? Depuis 2021, on doit mettre en place le CLSPD. Mais ça n'a pas été mis en place. Et moi, j'ai dit, mais alors que c'est dans toutes les communes, normalement, ce conseil de lutte contre la délinquance? Oui, mais ça aurait dû être mis en place depuis 2021. Et c'est que maintenant, 2025, lors du conseil, ils commencent à mettre en place. Ils commencent à mettre en place. Mais on aurait pu se réunir, je veux dire, à la limite, pas de façon formelle, mais on aurait dû le faire depuis 2021, puisque c'était une obligation pour les communes de moins de 5000 habitants. Avant, c'était une obligation pour les communes de plus de 5000. C'est-à-dire, on n'était pas concernés, nous, avant. Hein, d'accord, c'est pour ça que la plaine des Palmistes n'en avait pas. Et du coup, comme quand ils ont descendu le seuil, on était concernés par ça. Mais au moins, réunir les acteurs. Mais ça n'a même pas été fait. Les acteurs n'ont jamais été réunis. Et en 2025, mais je leur ai dit, 5 ans plus tard, c'est là que vous décidez de mettre en place. Et vous savez ce qu'ils m'ont répondu? Oui, ben on va commencer par un diagnostic. J'ai dit, mais un diagnostic de quoi? Vous ne le connaissez pas, votre territoire? Oui, par exemple, l'autre jour, on a vu que Brapanon a mis des caméras partout. Nous, on est un petit peu dubitatif en se disant une caméra, elle ne va pas au fond du problème, qui sont les violences intrafamiliales, qui vont. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen de traiter le problème de la délinquance, notamment avec une police de plus de proximité, faire des actions sociales de la police plutôt que juste de la répression ou de la surveillance? Vous en pensez quoi? Vous feriez quoi? Vous mettriez des caméras sur la plaine des Palmistes? Non, je ne suis pas tout caméra. Je suis comme vous, ça. Vous savez, la caméra, enfin, je reviens sur le préventif. Si on les connaît, les problèmes auxquels on est confronté, ben, il faut s'attaquer à ces problèmes-là. Pourquoi je parle du monde éducatif? Parce que vous avez raison, les violences intrafamiliales, elles viennent d'où ces violences intrafamiliales? On a des situations monoparentales. Et c'est encourager les situations monoparentales, puisque les femmes gagnent plus d'aide financièrement lorsqu'elles se retrouvent toutes seules. Ben, ces situations monoparentales, ben, le père, la place du père dans notre société, elle a complètement été détruite en fait, simplement. Et c'est là-dessus que moi j'aurais voulu qu'on travaille. C'est sur ces problématiques-là. Pourquoi est-ce que nos jeunes de 14 ans maintenant, ils veulent avoir de l'argent facile? Ici, sur la plaine des Palmistes, c'est pour nourrir leur famille des fois. C'est le jeune de 14 ans qui ramène du liquide pour faire les courses. Ben, pourquoi on ne s'attaque pas à ça? Le taux d'absentéisme dans notre établissement, pourquoi on ne s'attaque pas à ça? Vous avez raison, on peut prévoir, parce qu'on les connaît, les problèmes. Ils arrivent avant sur les autres villes, avant d'arriver chez nous. Mais rien n'a été fait.
la police municipale a été complètement démantelée sur la plaine des Palmistes. Des procédures en commission disciplinaire du chef de la police municipale sur la plaine des Palmistes. Il nous reste 2 policiers municipaux sur la plaine des Palmistes. Et on a beaucoup plus d'SVP. Et il n'y a pas de structure, il n'y a pas de hiérarchie, ni de travail en commun entre les forces de l'ordre sur la plaine des Palmistes. C'est ça aussi qui a posé problème. Et il faut quelqu'un qui fédère ça. Le maire aurait dû fédérer ça. Alors que vous imaginez, on est passé de 4 policiers municipaux en 2020, il nous en reste 2. Et il nous en reste 1 parce qu'il y en a qui veut muter tellement les problèmes, il n'y a pas de coordination en fait, tout simplement. Et donc, vous, qu'est-ce que vous proposez concrètement sur la question, les questions là, de sécurité? Donc on a compris la hausse du trafic de stupéfiants. On peut citer aussi depuis la fin du confinement une hausse et maintenant une stagnation des plaintes pour violences intrafamiliales autour de 28-29 chaque année. Ça, c'est les plaintes enregistrées à la gendarmerie. Oui. Donc comment est-ce que vous comptez régler ça? Plus de police? Ça, on a cru le comprendre. Plus d'éducation populaire, d'action sociale. Oui, ben, il faut jouer sur tous les plans. Plus de caméras, non. Pas plus de la caméra. Vous savez, vous posez des caméras chez vous, quelqu'un veut rentrer, il met une cagoule et il rentre toujours chez vous. Hein. Ça ne changera rien au problème. C'est vrai que moi, il faut que la structure familiale soit reconstruite. La place du père, excusez-moi, je reviens là-dessus, mais les pères ont été malmenés, avec tout pour moi, quasiment depuis ces derniers temps, parce que quoi, la femme seule, elle a plus de moyens financiers. Il n'y a plus d'emploi. Il faut pas non plus se leurrer. Ceux qui cherchent enfin, il faudrait que les pères aient aussi cette force dans cette société-là avec un emploi. Mais on n'en a plus ça. Maintenant, même dans les violences intrafamiliales, c'est bien souvent le père qui se retrouve un peu au centre c'est souvent lui qui est l'auteur Oui, c'est pratiquement toujours la femme qui est victime. Quoi, voilà, c'est ça. Donc, je veux dire, lorsque les jugements sont rendus, le père, il va forcément casquer, quoi. Je veux dire, alors que c'est lui qui doit apporter cette sécurité-là dans le cercle familial. L'assurance que les enfants, ils ont, mais c'est parce que le père, il est là, ils se sentent en sécurité. Et ça, on peut pas, avec de l'argent, construire ça. C'est complètement fou. Mais si on ne reconstruit pas la cellule familiale entièrement, on aura toujours une déstructuration de notre société. Oui, et les jeunes, pourquoi l'éducation? Parce que l'éducation populaire. Parce que quand on touche à justement la cellule familiale, on peut, je pense, l'éducation a une force, c'est vrai. C'est par là qu'on doit passer. Et c'est pour ça que je disais, pourquoi ne pas utiliser le tissu associatif et pour justement répondre à ces problèmes de violence intrafamiliale. 30%. Vous savez, pendant le Covid, c'est là où on s'est retrouvé dans cette cellule familiale. Et c'est là où les violences ont explosé. Il y avait moins de plaintes et les plaintes ont explosé juste après. Quoi, oui. C'est là, on devrait se pencher là-dessus et se dire, mais pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, que tout a explosé comme ça? Sûrement aussi parce que, et ça a été vu dans plein de villes, durant le confinement, les violences n'ont pas forcément baissé, c'est juste que les personnes ne pouvaient pas forcément se déplacer, et donc il y a eu beaucoup plus de violences, mais ça c'est des recherches qui ont permis après de s'en rendre compte. Là ce que je mentionnais, c'est vraiment les plaintes qui sont enregistrées à la gendarmerie. Donc on peut aussi supposer, comme partout en fait, que des violences, il y en a plus que celles qui sont enregistrées. Oui, c'est ça. C'est ça, beaucoup plus. C'est comme ici à La Réunion, on est confronté à l'inceste aussi. Et là, l'écart, il est encore plus énorme. On parle du même problème à l'arrière, en fait. Et l'écart, pourquoi? Parce que c'est générationnel aussi à La Réunion. Et ce problème-là, il n'a pas été traité aussi, vous voyez? Et quand on dit que 20 ou 30% seulement des personnes, des victimes portent plainte, c'est énorme. Moi, en tant que professeur, vous savez que dans votre classe, il y a obligatoirement 4 ou 5 enfants qui en sont victimes. Quoi. Exactement.
Mais au début, moi, je ne le voyais pas, moi, ça. Mm. C'est quand j'ai commencé à travailler avec des cellules d'écoute, où on nous disait, ouais, moi, j'ai intégré plusieurs associations pour écouter les gens, pour pouvoir les aider, en fait, tout simplement. Mais là, je suis tombé par terre, hein, parce que 80% étaient liés au viol pendant l'enfance, par les proches. Et c'est ça, je me suis dit, mais on est où là? C'est-à-dire, en gros, la plupart des victimes ne portent pas plainte. Et par exemple, dans les violences intrafamiliales, vous avez raison, la plupart ne portent pas plainte. Et le cercle, il est un peu, le cercle vicieux, c'est qu'ils arrivent à la gendarmerie, ils en parlent, le gendarme ne peut rien faire tant que vous ne portez pas plainte. Et généralement, les gens, ils enlèvent leur plainte. C'est-à-dire, c'est même pas traité par les autres organismes derrière, en général. Et La Réunion est en manque de structures d'accueil pour ces gens-là, en manque pour le monde associatif, manque de moyens pour pouvoir mener les actions qui pourraient guérir tout ça à la racine. Et j'imagine que la question qui suit, elle est liée à ça, c'est les finances municipales. Si les communes n'ont pas les moyens de financer les associations, c'est peut-être parce qu'elles sont mal gérées, ou peut-être parce qu'il y a un autre moyen. Et vous, ça fait partie de votre programme de revoir un peu les finances municipales. Vous avez été très critique sur celle de de l'actuel maire. Pourquoi? Alors, concernant l'orientation du maire actuel, il s'est occupé du bâti, des projets. C'est-à-dire, on a vu la piscine sortir de terre, on a vu la médiathèque sortir de terre. Et là, vous voyez les travaux devant la mairie. On en avait besoin, mais je trouve qu'on a payé le prix cher à ça. Le patrimoine foncier de la plaine des Palmistes a fondu comme neige au soleil. Ça aurait pu être fait différemment. La mairie a dû vendre des terrains pour financer sa politique d'investissement? Beaucoup de terrains, oui. La mairie a bradé son patrimoine foncier. Quand on voit le prix au mètre carré qui a été vendu à la plaine des Palmistes, ben, je pense que la population elle aurait dû être mise au courant que son patrimoine foncier allait être bradé autant pour mettre en place les projets. Est-ce que vous avez un chiffre Je suis en train d'établir les tableaux. Et par exemple, hein, sur un seul conseil, on a vendu 50 000 mètres carrés de terrain. Sur un seul conseil. J'ai fait les tableaux, moi. Mes tableaux ne correspondent pas aux tableaux de la mairie. C'est pour ça, avant d'avancer les chiffres, je vais rencontrer d'abord les services de l'urbanisme pour dire on n'a pas les mêmes chiffres. Hein. On achète des terrains actuellement qu'on va payer en 2027-2028. Le maire actuel est en train d'endetter la prochaine mandature. Je veux dire, non, la cour régionale des comptes. Moi, j'ai remonté, les tableaux que je suis en train de vous dire pour qu'on ait un comparatif. J'ai remonté aussi les dysfonctionnements qu'a connus la mairie. D'ailleurs, on avait demandé à ce que, dans les budgets de fonctionnement, qu'on maîtrise la masse salariale. Ça n'a pas été fait. On a augmenté le budget sur la masse salariale. Alors j'avoue mon ignorance, la Chambre régionale des comptes a sorti un rapport récemment sur les finances municipales. Et qu'est-ce qu'elle en dit? Elle a enquêté, elle a auditionné. Maintenant, elle doit, le 8 octobre, on a un conseil municipal qui, normalement, doit nous remettre le rapport de la Chambre régionale des comptes. Vous, en tant que simple conseiller municipal, vous n'avez pas encore eu ce rapport entre les mains? Non. Vous ne savez pas quelles sont ses conclusions? Non, mais on voit que la situation, elle est dégradée de toute façon au niveau financier. Lorsqu'on nous annonce 1 600 000 € d'excédent récemment, quand moi je mets en parallèle les 55 emplois vacants, c'est une technique pour gonfler son budget. Je dis mais qu'est-ce que 55 emplois vacants fait dans notre décompte sur la mairie de la Plaine des Palmistes? Vous savez que ces 55 emplois vacants représentent entre 2,5 et 3 millions d'euros. Ça veut dire qu'en réalité, le budget il est déséquilibré. La Chambre régionale des comptes a mis le doigt dessus et a contraint la mairie de la Plaine des Palmistes à remettre son tableau des effectifs au jour. D'accord, pour avoir un budget plus performant. Pour avoir un budget sincère aussi.
C'est-à-dire, en gros, on est en train de tromper tout le monde. Même nous, on a été trompés, je pense, dans le conseil. C'est-à-dire, en gros, c'est en fait prévoir les emplois. Oui, c'est une bonne gestion, mais on est sur une marge de 7 à 8%. On n'est pas sur une marge importante. Nous, on est à 33%. C'est-à-dire, en gros, on a gonflé ça à 55% de notre masse salariale totale. Parce que le maire, lui, en réponse, il vante sa politique d'investissement. Et c'est vrai que quand on la met en relation avec les chiffres de l'INSEE sur le nombre d'emplois à la Plaine des Palmistes, on se rend compte que la Plaine des Palmistes crée des emplois à un rythme plus fort que les autres communes. On est passé de 910 emplois en 2010 à 1370 en 2022. Et même entre les deux dates, on était déjà sur une augmentation. Est-ce que vous concevez que ça peut être utile, l'investissement, pour créer des emplois? Ben après, c'est les objectifs à atteindre, en fait. Et il faut que ça soit pérenne, c'est-à-dire ce qu'on met en place, il faut que ces emplois ils restent sur la Plaine des Palmistes. Mais la mairie, qui a augmenté, comme je vous dis, la masse salariale au niveau de la mairie, alors que la Cour des comptes avait demandé en 2020 déjà de la diminuer. La mairie n'a pas vocation à employer les gens. Nous ne sommes pas France Travail. Et c'est ça qui pose problème à chaque fois. On doit dynamiser le tissu économique, absolument. Et si je reviens à votre question de départ, le maire, en fait, lui, quand il a créé tous ces chantiers-là, très peu de gens de la Plaine ont bénéficié de ces chantiers-là en réalité. Pourquoi? Parce qu'il est passé par des grosses entreprises. Et au lieu de scinder, saucissonner le chantier, ce qui aurait demandé plus de travail à la mairie, au service de la mairie, de saucissonner les chantiers et prendre les entreprises de la Plaine des Palmistes et les entreprises qui se trouvent aux alentours aussi. C'est par facilité qu'on donne à une seule entreprise le marché complet. On ne veut pas s'ennuyer en fait. Mais je pense qu'il fallait trouver un mix entre les deux. C'est-à-dire une partie des chantiers aurait dû être travaillée comme je vous dis là, pour créer encore plus de dynamique sur l'emploi de la Plaine des Palmistes. Et effectivement, une partie aurait dû être peut-être menée par des grosses entreprises parce qu'effectivement, techniquement, si on ne veut pas s'ennuyer avec des problèmes en tant que responsable des chantiers, je ne connais plus le terme. Peut-être le directeur des services techniques déjà oui, maître d'ouvrage. Le voilà, maître d'ouvrage. Voilà, on est maître d'ouvrage en général. Ben, peut-être pour ne pas avoir les problèmes, les soucis de maître d'ouvrage, ben, de passer par ces grosses entreprises-là qui permettaient de pallier à tous ces problèmes-là. Mais on revient sur le bien-être à la Plaine des Palmistes. Le maire actuel a tout dirigé sur les infrastructures. Mais il a complètement laissé tomber le bien-être de sa population. Et moi, je souhaite réorienter les moyens vers ce bien-être-là. Et pourquoi ne pas créer des emplois sur des entreprises de recyclage? On jette énormément de choses sur l'île de la Réunion en général. Chaque commune doit faire sa part. Lorsque vous avez une décharge énorme, un enfouissement énorme sur Sainte-Marie-Sainte-Suzanne, mais en réalité, on ne recycle pas à La Réunion. Lorsque les budgets sont envoyés sur La Réunion, il y a un plan d'action qui, normalement, aurait dû aboutir sur les années où ils ont investi. Ça aurait dû aboutir à des usines de transformation. Elles sont où les usines de transformation? La poubelle jaune et la poubelle verte se retrouvent dans le même bac. À l'enfouissement. Après, ça nous dépasse un peu au niveau communal, mais a priori, comme on va finir par brûler les déchets, les combustibles solides de récupération, CSR, peut-être qu'ils ont tout intérêt à faire plus de déchets plutôt que de trier désormais, quoi, pour financer l'incinération. Oui, mais je ne pense pas, on ne peut pas tout brûler non plus. Par exemple, le verre. Avant, nos anciens, on avait des bouteilles qui étaient consignées. Et tout le monde était obligé de les ramasser, ces bouteilles. Et ça avait une valeur aussi, donc ils recevaient de l'argent sur ceux qui ramassaient. Maintenant, on jette tout. On a encore des décharges sauvages à la Plaine des Palmistes, comme dans toute ville ou village de La Réunion, parce qu'avant, on traitait nos déchets nous-mêmes. Je me souviens, ma grand-mère, on brûlait dans la ravine. Ou sinon, c'était enfoui dans un coin. C'était pas forcément une bonne solution. Ah non, mais je veux dire, on en est arrivé à ça.
Mais le verre, en général, il était recyclé. Le plastique, on parle du plastique. Ça fait longtemps qu'on aurait dû arrêter le plastique. Mais ça rapporte tellement d'argent qu'on continue au tout plastique. Malheureusement, le plan d'action actuellement au niveau de la Réunion n'a pas été mis en place. C'est ce qu'on reproche aux politiques aussi. Vous êtes en train de tout enfouir, allez, on va tout brûler. Pour moi, les deux solutions ne sont pas bonnes. En plus, on est sur une île. Alors là, ce sont deux solutions qui ne sont pas viables du tout. On peut brûler une partie des matériaux, oui. Mais il y a une partie qui est toxique, qu'il vaut mieux ne pas brûler, parce que ça va nous retomber dessus, hein, sous forme de pluie chargée de tout ce qu'on veut. Pourquoi on ne prend pas en compte tout ça? Bon, ça doit servir à produire de l'électricité en même temps, donc ils considèrent que c'est un peu du recyclage, mais en effet, qu'est-ce qu'on fait des résidus des fumées, quoi. La question à se poser, c'est quel prix on va payer plus tard de tout ça, en fait. Et on commence à voir, en fait, le prix de cette ingérence, entre guillemets, des déchets. Et oui. Est-ce que sur... Et la plaine des Palmistes doit prendre sa place, je pense, dans une usine de recyclage et créer de l'emploi. Voilà, je réponds un petit peu à votre question rapidement, peut-être. Oui, mais justement, je vais rebondir là-dessus. Vous avez dit que, selon vous, en tout cas, le plastique aurait dû être arrêté il y a bien longtemps. Est-ce que, si demain, au mois de mars, vous êtes élu à la mairie, est-ce que vous comptez, en tout cas, est-ce que c'est des sujets auxquels vous réfléchissez, peut-être de stopper le plastique sur la plaine des Palmistes? Oui. Déjà, le plastique, il est recyclable. Ce qui est dommage, c'est ça, c'est qu'on est en train de jeter des thermoplastiques. On a maintenant des imprimantes 3D où on peut transformer ce plastique-là en filament et créer des éléments qui peuvent réellement nous servir, en fait. Et on peut continuer ce cycle-là. Mais on continue à le jeter, ce plastique-là. Il faudrait récupérer tout le plastique qu'on a jeté. Déjà, s'occuper du plastique qu'on a déjà, ça serait déjà bien. Et après, aller plus loin. C'est pareil pour les bouteilles. Il faut aller les déterrer. Il faut aller déterrer le plastique qu'on a enfoui pendant des années. Et il faut redonner vie à ce plastique-là. Arrêter d'aller toujours produire, parce que la Terre, à un moment donné, elle ne pourra plus nous donner ses ressources. Et en plus, on est en train de la polluer. Vous parlez donc du bien-être de la population palmiplénoise. Donc il y a en effet l'environnement à travailler, on voit que vous avez des idées. Et le bien-être, c'est aussi la culture. Et donc je vais revenir sur une déclaration que Johnny Payette avait faite sur Réunion la Première, où il estimait que c'était plus la peine de fêter le 20 décembre à la Réunion et que l'esclavage, il valait mieux ne plus en parler. Est-ce que vous partagez cette idée? Quelle est votre position là-dessus? Alors pas du tout. Je ne sais pas si M. Johnny Payette a été maladroit dans ses propos, ou il le pense vraiment. Je pense qu'il a été maladroit. Parce qu'il a parlé que lui ne fêtait pas, et il parlait aussi de ses petits-enfants, il disait, eux aussi ne fêtent pas. Mais je pense qu'il a été très maladroit. Pourquoi? Parce que, effectivement, la fête du 20 décembre, peut-être que tout le monde ne la fête pas. Mais c'est quand même la commémoration de l'esclavage. C'est l'histoire de la Réunion. Ce qui moi, peut-être ce qu'il a voulu dire, c'est qu'il ne faudrait pas revenir sur l'histoire, on n'a pas le dos courbé. Peut-être que c'est ça qu'il a voulu dire, que le créole, il n'a pas le dos courbé. Il n'est plus en esclavage maintenant. Je pense qu'il n'a pas entièrement raison, parce que maintenant le monde moderne nous réduit en esclavage de façon différente. Mais peut-être que c'est ça qu'il a voulu dire. Il laissait un peu entendre qu'il fallait arrêter de faire des recherches sur l'esclavage, alors que c'est un questionnement qui est très puissant pour pratiquement toute la population réunionnaise, de bien connaître son histoire qui n'a pas été forcément bien racontée jusqu'à présent, quoi. Oui, mais je pense qu'il a été, je ne sais pas si le terme maladroit enlève sa responsabilité entière de ses propos, ou sinon c'est une méconnaissance de l'histoire de l'île de la Réunion. Puisqu'on continue à découvrir ce qui s'est passé dans les cirques, on continue à même sur la plaine des Palmistes, vous avez la route pavée qui est en train d'être complètement sortie de la végétation. Et je suis convaincu qu'on va aussi retrouver des grottes ou sinon des emplacements où il y aura peut-être des gravures qui
qui vont peut-être nous servir et redécouvrir notre histoire. Oui. Vous, maire de la Plaine des Palmistes, vous développeriez cette recherche culturelle-là? Oui, je suis très attaché à l'histoire de l'île de la Réunion. Contrairement à l'Hexagone a une histoire très ancienne, où on peut redécouvrir les châteaux. Et nous, par contre, c'est une histoire qui est très courte, sur l'échelle de la planète, hein, mais qui contient un métissage. C'est-à-dire on est différent. On est le point d'ancrage de tous les peuples qui sont venus avec des bateaux. Nos maisons créoles sont métissées, qui viennent de Grèce. On a récupéré l'architecture grecque, d'Inde, de Chine, de la Thaïlande. Et c'est ça qui fait notre richesse. On n'a pas une histoire qui est sur la chronologie, là, sur sur la frise chronologique. Sur la frise chronologique, elle n'est pas linéaire comme ça. Elle est plutôt, je dirais, verticale au lieu d'être horizontale. C'est-à-dire, à un moment donné, tous les peuples se sont retrouvés, bam, bam, sur nous, sur notre histoire. Donc elle doit être traitée différemment. Je suis très attaché à ça, puisqu'à la Plaine des Palmistes, on a eu aussi cette route qui passait de l'autre côté. Nous, nos grands-parents avaient le commerce avec la Plaine des Cafres, une histoire liée profondément à la Plaine des Cafres. Donc les cochons, ils descendaient à pied avec les cochons, les bœufs, et ils soignaient ici. Ils remontaient avec leur production sur la Plaine des Cafres. On avait, là où vous avez l'ancienne médiathèque de M. Pinault, hein, qui était l'ancienne mairie de la Plaine des Palmistes. Juste à côté, il y a la gendarmerie, mais tout ça est en train de tomber en ruine. Je trouve ça dommage. Là où vous avez le boulodrome, c'est là où on avait le clocher de la Plaine des Palmistes. Le centre-ville était à ce niveau-là, parce que la mairie était à ce niveau-là. Et tout a été déplacé, déporté un petit peu plus haut. Et alors là, le boulodrome, c'est une œuvre de Marco Boyer qui, je crois, est l'un de vos soutiens. Ce qui est peut-être un peu exceptionnel. Enfin, c'est étonnant. Moi, ça m'a étonné que Marco Boyer soit votre soutien. Mais qu'est-ce qui a fait que... Marco Boyer, c'est mon ancien professeur d'art plastique. Et il ne se souvenait pas forcément de moi précisément. Si, là, parce qu'on est un petit village, donc on se connaît tous. Mais j'étais un élève parmi les autres élèves, pas plus que ça, quoi, tout simplement. C'est moi qui, d'ailleurs, le rappelle ce qui se faisait en cours. Et ce que j'appréciais chez lui, c'était un professeur rigoureux dans ce qu'il faisait. Et puis, un amoureux des lettres, en fait, du verbe. Et d'ailleurs, il a écrit énormément de poèmes sur la Plaine des Palmistes. Oh oui. C'est un écrivain hors pair, hein, c'est un orateur hors pair. Oui, voilà, quand on l'a vu en tant que journaliste, il nous sortait un poème. Donc, en effet, il sera sur la liste d'ailleurs? Non, il ne sera pas sur la liste. Et quand il y a eu mes soucis en 2021, avec la municipalité, il s'est intéressé, il s'est dit, mais pourquoi est-ce que je me retrouve moi en désaccord, ou sinon plutôt eux se retrouvent en désaccord avec moi? Et il s'est renseigné auprès de ses proches, des personnes qu'il connaissait. Et c'est là où il m'a appelé. À un moment donné, il m'a dit viens me voir, on en discute. Et je lui ai expliqué, j'ai dit voilà, des décisions sont prises sans tenir compte du groupe ou des commissions qui sont en place. Il me dit je vais te soutenir. Parce que lui-même a vu une injustice dans ce qui était en train de m'arriver. Et ça m'a surpris, quoi, parce que je ne m'attendais pas au soutien de Marco Boyer, ancien maire, qui avait soutenu Johnny Payette aussi. C'est lui qui est venu vers moi et qui a voulu me soutenir, justement. Ça m'a touché, en fait, tout simplement. Parce que bien souvent, dans un petit village, vous savez, quand vous êtes accusé de quelque chose, tout de suite, vous êtes le canard noir et tout le monde ne vous dit plus bonjour. C'est ce qui m'est arrivé dans cette mairie-là, à ce moment-là. Je n'ai pas compris ce qui est arrivé à ce moment-là. D'ailleurs, j'ai demandé des explications à plusieurs reprises, que je n'ai jamais eues jusqu'à maintenant. Des raisons réelles qui ont fait que j'ai été écarté de la majorité. Voilà. Et parmi les dernières discussions du dernier conseil municipal, on parle des bungalows. Des bungalows installés dans les cours des Palmiers plénois. Quelle est votre position là-dessus? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne manière de développer le tourisme à la plaine? Alors, les bungalows, c'est une bonne idée. Mais comme plusieurs projets, comme les serres qui ont été
construites sur la plaine des Palmistes, qui d'ailleurs ont été broyées par le cyclone Garance. C'est à chaque fois, moi je dis, les projets sont bonne idée au départ, mais mal montés après. Vous allez dire à tout public, hein, vous pouvez avoir un bungalow chez vous. C'était la promesse de monsieur le maire actuel. Vous pouvez avoir un bungalow chez vous du moment que vous avez un bout de terre, ou les agriculteurs, les pas graves, ou nous va installer un bungalow chez vous et on aura un revenu supplémentaire, un complément de revenu. Mais comme dans tout projet, on ne peut pas déjà prendre tout et n'importe qui. Ça a été son erreur aussi. D'abord, on s'appuie sur des gens qui ont de l'expérience, qui ont déjà vécu les problèmes, les difficultés. On n'installe pas n'importe qui sur des serres, des gens qui n'ont pas de diplôme, on leur attribue des serres. En fait, l'idée, elle est bien, hein, de dire, ben oui, mais finalement, mais tout le monde a des capacités, des compétences. Je suis d'accord, moi, là-dessus. Mais moi, je préfère m'appuyer, non pas sur des diplômes, hein, mais sur des gens qui ont une expérience forte. Le projet des serres, il est fini à cause du passage de Garance ou il peut se poursuivre? Déjà, peut-être terminer sur Donc, la promesse, c'était ça. Et quand on veut sortir des gens de la précarité, qui touchent le RSA, mais quand vous mettez ce projet-là en place, ils n'ont pas anticipé que on va créer, ce sont des chefs d'entreprise plus tard, ils vous prennent le statut, ils perdent les aides. Ou sinon, et c'est ça, ils n'étaient pas prêts, mais le revenu qui allait être généré par ces bungalows n'était pas suffisant. Parce que les gens, ils ont reculé. En plus, c'est comme les communes ou les EPCI, c'est-à-dire lorsqu'on monte un projet, on doit sortir l'argent en totalité avant de se faire rembourser. Mais on aurait dû informer les personnes de ça. Un seul projet ou 2 projets sont sortis sur les 200 projets qui ont été montés, ou les 200 velléités des gens qui voulaient réellement des bungalows, que 2 sont sortis de terre. Oui, parce que c'est ça, en fait, finalement, c'était aux gens de payer pour la construction de Alors du qu'au bungalow. départ, c'était pas ça qui était annoncé. C'était que les gens, ils avançaient que la partie, que leur participation, mais pas la totalité du projet. Voilà, donc le projet des bungalows est vraiment au point mort, et celui des serres que vous avez évoqué, la décrite par Garance. Oui, parce que les bungalows ont été mal pensés. On a un problème de maîtrise d'ouvrage, quels que soient les projets qu'on ait montés, le stade ou les bungalows. On avait vu dès le départ que le diamètre parce qu'on a des serres aussi sur la plaine des Palmistes, ne correspondait pas. On leur dit, mais vous ne pensez pas que ça pose problème? Monsieur le maire lui-même, Johnny Payette, chef d'entreprise dans le domaine du bâtiment, et Il voulait faire des économies. c'est quelqu'un qui a même de juger aussi, il a cette expérience-là. Et qu'est-ce qu'on constate? Que les CA, dès le départ, tout le monde avait vu que ce n'était pas anticyclonique. Et pourtant, il a laissé s'installer, laissé se faire. Le problème, c'est ça, les commissions qui doivent contrôler, elles n'ont jamais été mises en place. Le fonctionnement de la mairie, normalement, lorsqu'on monte des projets comme ça, il y a des commissions qui se passent à l'arrière. Nous, nos commissions, jamais été mises en place. La Chambre régionale des comptes nous demande, oui, mais lorsque vous validez en commission, avant de valider en conseil, je dis, mais on n'a jamais fait de commission. Donc, il n'y a que 2 ou 3 personnes qui prennent des décisions. Et au-delà de la question du bungalow, le tourisme qui peut être une bonne part de recettes des habitants de la plaine des Palmistes, je ne sais pas qu'est-ce qu'il représente dans l'économie de la plaine des Palmistes, mais ça doit déjà être pas mal. Est-ce qu'il peut encore se développer et comment il doit se développer? Est-ce qu'on peut imaginer un peu un tourisme 5 étoiles, voire un peu de masse à la plaine des Palmistes? Moi, les hôtels à 5 étoiles, ça ne m'intéresse pas. Parce qu'on va revenir avec du béton et tout. Les gens, quand ils viennent à la plaine des Palmistes, lorsque vous allez sur Mafate, c'est l'authenticité que vous recherchez. C'est la cuisine au feu de bois, le songe cuisiné à côté, c'est la personne qui vous parle de ce qu'elle a vécu avant, ce qu'elle voudrait transmettre comme savoir. C'est ça qui intéresse les gens. Quand les gens vont à Sillaos, c'est pour la lentille, c'est pour voir comment ils adaptent le vin et comment est-ce qu'on va manger, on va à la plaine des Grecs pour voir le safran. On va pas pour... Enfin, je sais pas, moi, mon idée, c'est l'homme a besoin de se rapprocher de la nature.
Et quand le tourisme il arrive, c'est pour ça, c'est de se rapprocher des personnes qui seront là, le partage, de qu'est-ce qu'on peut manger ici, les arbres fruitiers, qu'est-ce qui pousse, qu'est-ce qu'on a mis en place, voilà, c'est ça. Et il y a des projets que vous pousseriez si vous étiez maire, parce que bon, il y a l'ancien hôtel des Plaines que les plus anciens ont connu en tant que restaurant, qui est à l'abandon, je ne sais pas ce qui peut devenir. Il y avait un projet d'hôtel mené par Madame Apavou, mais sur plusieurs mandats, quoi, à capoter. Vous, qu'est-ce que vous aimeriez que la commune encourage comme projet touristique à la Plaine des Palmistes? Ben, comme j'ai dit, pour le projet d'hôtel à ciel ouvert avec les Magalos, il faut qu'on s'appuie sur des professionnels qui sont déjà installés, qui ont déjà fait leurs preuves. Dans le domaine agricole, c'est pareil. Il faut qu'on s'appuie sur les agriculteurs qui sont là, qui sont en souffrance. Hein. Pourquoi installer de nouvelles personnes alors qu'on a déjà des personnes qui ont cette expérience-là, qui ont l'expérience des saisons, comment ça se passe, comment les animaux réagissent ici, à tel endroit on peut planter, à tel endroit on ne peut pas planter. À la Plaine des Palmistes, les terres sont différentes. Là. Et pourquoi est-ce qu'on ne s'appuie pas sur ces personnes-là avant de développer plus? L'hôtel des Plaines, là où il est situé, c'est un ancien hôtel. Oui, pourquoi ne pas s'appuyer là-dessus? Parce que les gens, ils ont aussi des souvenirs de ça. Comme la mairie, on est en train de casser le devant de la mairie alors qu'on n'en avait pas besoin. Il n'y avait pas d'utilité à cela. Et pareil, je dis, on doit être aussi garant des deniers publics. On ne peut pas, parce qu'on a droit aux subventions, lancer des projets et construire et utiliser cet argent-là. Et on est tombé là-dedans. Et on est tombé là-dedans, c'est-à-dire lui, monsieur le maire actuel, il se dit, plus je vais construire et plus on va voter pour moi. Il est dans cette spirale-là. Ben, du coup, il casse, il continue, mais à un moment donné, stop. Est-ce qu'on en avait besoin? Non. Enfin, Et, on parle d'agriculture, vous avez mentionné l'agriculture. Est-ce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, vous conseilleriez à un jeune de se lancer à la plaine, ou est-ce que c'est compliqué? alors, j'ai grandi avec mes grands-parents, qui eux-mêmes étaient agriculteurs. Quand j'entends dire une ministre de l'écologique ou enfin, dans l'écologie ou représentante de parti dire qu'ils s'en fout du revenu des agriculteurs, de ce que les agriculteurs touchent, moi ça m'a choqué. On doit pouvoir vivre de son travail. Et c'est difficile de dire à un jeune aujourd'hui lance-toi, parce que moi-même à l'époque, j'ai aidé mes grands-parents. On avait des cochons, des porcs. On avait des bœufs, on avait des poules. Oui, et déjà à l'époque, c'était difficile de s'en sortir. Moi, quand je voyais le prix des aliments, ça représentait 80% en fait. Et les bénéfices, il ne restait pas grand-chose. Mais c'est vrai qu'on avait une vie qui était meilleure, plus saine. On avait, et ils m'ont inculqué ça, le mérite du travail bien fait, la rigueur dans le travail. Et qu'on ne gagnait pas forcément beaucoup d'argent, mais on était heureux parce qu'on était fiers de ce qu'on faisait. Et voilà, c'est conseiller à un jeune, moi-même, j'ai continué mes études. Moi, je ne me suis pas installé. Quand j'ai vu qu'on ne gagnait pas suffisamment d'argent, j'ai décidé Parce qu'elle a bénéficié, ma grand-mère, vous savez, à 60 ans, c'est là qu'elle a commencé à travailler pour l'URCOPA. C'est l'une des premières. Mon grand-père, c'est celui qui a commencé aussi avec la cicalée. On avait une cicalée ici qui était située sur la plaine des Palmistes, où ils récoltaient le lait. Ils ont commencé avec eux aussi, déposer les bacs au bord de la rue, là, et le petit camion est passé, et puis la camionnette est passée pour récupérer les bidons de lait. Mais j'ai vu, moi, cette évolution-là. C'est triste de voir sans doute que chaque année, il y a un agriculteur ou deux de la plaine des Palmistes qui met la clé sous la porte. Ça veut dire que je ne suis pas en déconnexion complète, c'est-à-dire je ne vous parle pas de l'agriculture il y a 100 ans en arrière. Là. Je vous dis qu'ils ont bénéficié des subventions, ils ont construit des bâtiments. Il y avait à un moment donné une porcherie avec, on parle du nombre de mères qui étaient à l'intérieur, ils avaient un quota de vin au départ pour produire. Et on avait des silos, je ne parle pas de l'agriculture, on lâchait le maïs. Et malgré tout, malgré cette modernité-là, je trouvais qu'ils ne gagnaient pas suffisamment d'argent. Oui. Donc moi-même, en voyant ça, je me suis dit,
je regardais la plaine des Palmistes d'en haut, je me suis dit, il faut que je quitte ce territoire-là, il faut que je continue. Et ça m'a donné justement, ça a été le propulseur pour me dire, bah, travaille plus à l'école. Travaille plus, parce que tu ne pourras pas t'en sortir avec ce qu'il y a là. C'est pas suffisant en fait. D'accord. Et là, on a fait, je pense, un bon tour des problématiques de la plaine des Palmistes. J'aimerais que vous nous donniez votre avis régional sur la politique du Guet-Bello. Quel bilan vous faites de ce que fait la région aujourd'hui à La Réunion? Je vais revenir sur un projet qui a été abandonné, hein. Le tram-train, qui a été initié par M. Vergès à l'époque et a malheureusement abandonné, avec des fonds publics noyés. Qu'on soit de droite ou de gauche, hein, quand une idée est bonne, il faut la continuer. C'est pas parce qu'un projet qui a été initié par M. Johnny Payette, le maire actuel, M. Azor va peut-être prendre les rênes, que je vais abandonner les projets. Le PAT, la souveraineté alimentaire. Je vais continuer parce que j'ai quand même cette fibre agricole en moi, que je veuille ou non. Et la politique, Madame Bello, elle arrive à un carrefour. Plus d'argent dans les caisses. Alors là, il faut prendre les rênes. Et une nouvelle route du littoral pas terminée. Et oui, avec une nouvelle route du littoral pas terminée. Et d'ailleurs, bon, faut toujours. D'ailleurs, quand on regarde de l'extérieur, parce que en toute humilité, hein, je me dis mais il reste plus grand chose à faire et qu'est-ce qu'ils font? Enfin, je sais pas. On fait quoi? Voilà. Et j'aurais pas, enfin, je me serais pas lancé sur une route sur la mer comme ça personnellement. Il y avait en fait des projets qui étaient, à mon avis, beaucoup plus intéressants. C'était le mix, quoi. C'est-à-dire en fait un tunnel, la tunnel route, c'est-à-dire protégé par un bloc, ou sinon le tunnel comme ça, puis qui donnait quand même sur la mer, hein, qui était à moitié protégé. Je trouvais ça, ce projet-là, génial. Tram-train a été abandonné. Ils ont exproprié des gens. Ils ont fait des études. Ça a coûté plus d'1 million d'euros. Tout ça, ça a été jeté, balancé. Ils ont décidé de développer les bus. Effectivement, c'est transport des bus, c'est bien, mais on voit très bien que là, maintenant, on revient au projet de train qui va faire. Et avant, pourquoi et on nous avait dit à un moment donné que ce n'est pas un projet rentable. Mais il y a des pays qui sont pauvres. Maurice, il a son train. L'Inde, il a son train. Même si on les voit en Inde, tout le monde est un peu PHé dessus de partout. Mais pourquoi est-ce que ça ne serait pas rentable pour nous finalement? Donc c'est là où je trouve que Mme Guet-Bello, elle arrive dans un contexte compliqué. Financièrement, d'ailleurs, ils ont fait des pieds et des mains pour rattraper le budget actuellement. Et moi, ce qui m'a chagriné aussi, c'est que l'une des multinationales a réclamé beaucoup d'argent et a fait des procès justement pour des retards de chantier ou des non-paiements. Je dis, mais à un moment donné, tout le monde abuse en fait des collectivités aussi. C'est ça aussi. Et heureusement qu'elle a pu se sortir de ces procès-là et nous faire tous économiser quand même cet argent-là qui aurait été perdu complètement, quoi. Donc, je ne suis pas forcément d'accord sur tout ce qui se fait, mais il faut lui reconnaître qu'elle a pu redresser quand même certaines finances. Mais il faut quand même du changement dans le monde politique aussi quand même. Et j'aurais la même question pour le département de Cyril Melchior. Quel regard vous avez sur son action? Cyril Melchior, il a, contrairement à notre maire actuel sur la plaine des Palmistes, lui s'est quand même occupé du bien-être de la population. D'ailleurs, on voit tous les différents projets qui sont en cours. Moi, je trouve qu'il a un bilan assez positif. Cyril Melchior, il a une réputation d'être un bon gestionnaire. D'ailleurs, le département se porte bien. Et puis, c'est pour ça, d'ailleurs, que les gens, soit de droite ou de gauche, ils ont revoté pour lui. Là. Ils ont dit, lui, cet homme-là, il fait l'affaire, puis on le laisse continuer. C'est déjà bien. On a pu voir pendant cet entretien que vous êtes plutôt un homme de consensus, à trouver du bon de chaque côté. Voilà. Et nous terminons généralement cette séquence par 5 questions express. Ça, c'est des questions où on répond en une phrase, quoi. Hein, donc, hors du champ. Là, on va sortir un peu du champ politique. Oui, hein. voilà. C'est pour un peu plus. Tu vas pour la première? Ouais. Allez. Si la plaine des Palmistes était un carré, lequel serait le vôtre? Alors, patate chouchou. Ok. Parce que mon grand-père, quand
quand il allait, en fait c'est sous la racine, hein. Vous avez le chouchou qui donne partout là, mais régulièrement, enfin, il y a une période de l'année, c'est lui qui savait à quel moment arracher ça en fait. Et la terre a commencé à se craqueler, et il savait exactement où fouiller. D'accord. Et quand il le faisait, bah, c'était tout le monde à la tablée familiale pour ça, c'était magnifique. On a l'odeur là. Oui. Quelle est votre randonnée préférée à la plaine? Plaine des Palmistes. Piton de l'eau, j'aime bien Piton Textor. Vous voyez là, au-dessus là, il y avait, quand j'étais au collège, on avait fait des sorties là-bas, et c'est là où que je ne revois plus d'ailleurs, hein. Il y avait des petits poissons dans le Piton de l'eau qui étaient avec une couleur bleue, légèrement bleue. On a vu en fait des espèces, en une seule génération, la mienne disparaître, quoi. C'est ça qui est dommage. Il y avait des petits poissons aussi dans nos rivières ici, nos ravines, hein, et je ne les vois plus. Ça, je trouve ça triste en fait. Comment faire? On ne pourra plus les recréer parce que les espèces sont uniques. C'est ça qui est dommage. Et l'excellence réunionnaise en un mot. Le métissage. Ok. Hisseriez-vous le drapeau palestinien sur le fronton de la mairie de la Plaine des Palmistes? Non, non, non. Vous avez entendu, même si Emmanuel Macron, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il fait, j'ai dit que c'est quand même notre président. Et non, on se doit justement maintenant d'affirmer plus l'identité de la France dans tous nos mairies. On ne doit pas, vous imaginez si quelqu'un il est pour un pays ou pour un autre, il se permet de hisser le drapeau. Non, je trouve ça, enfin, c'est un manque de respect pour nos institutions. Ça, c'est mon avis personnel. Ok. Et quelle est votre insulte préférée? Totoche. Tout créole. Moi, je sais pas. Les bons, Totoche ou de Momo. Merci beaucoup, monsieur Merci Azor. à vous. Non, merci à vous aussi.